sens pas des choses dans une lampe. Matrix, par les sœurs Lana et Lily Wachowski. L'histoire commence par la présentation de la vie de Thomas Anderson, Monsieur Anderson. trafiquant de CD. Ou alors il y a une histoire de drogue, mais je m'y connais pas trop. Travaillant dans l'informatique et également hacker connu sous le nom de Neo. Un jour, sa vie bascule lorsqu'il se fait harceler par un groupe de hackers avec des super pouvoirs. C'est pas possible. Si tu hackes la matrice, c'est possible. Quoi? C'est une métaphore en développement personnel. Après lui avoir donné rendez-vous, une hackeuse du nom de Trinity rencontre Neo. Je sais pourquoi tu es ici. Je sais tout ce que tu as fait. Je sais pourquoi tu dors à peine. Pourquoi tu vis seul et pourquoi, nuit après nuit, tu restes assis devant ton écran. Tu le cherches désespérément. Je le sais parce que moi aussi je l'ai longtemps cherché. Et quand il m'a trouvé, il m'a dit que ce n'était pas lui que je cherchais vraiment. En fait, je cherchais une réponse à la question qui nous anime tous, Néo. Tu connais cette question. Quand vais-je trouver l'amour? Qu'est-ce que c'est que la matrice? Elle le met en garde sur un potentiel danger puis se casse. Et le lendemain à son travail, Neo se fait harceler par un mystérieux homme au téléphone. Allô? Allô, Néo. Sais-tu qui est à l'appareil? Mais bon sang, arrêtez de m'emmerder, je suis en train de travailler sur mon PC éteint, bordel de merde! Morpheus. Bon, faut comprendre que le personnage n'a pas l'air aussi largué que ça de ce qui lui arrive. Il a l'air d'avoir un vécu non expliqué dans le film qui lui fait comprendre qui sont ses harceleurs, d'où sa réaction et sa réponse. Morpheus. Oui. Je t'ai longtemps cherché, Néo. J'ignore si tu es prêt à voir ce que j'ai à te montrer. Ce que j'ai à te montrer. Ils en ont après toi, Néo, et j'ignore ce qu'ils ont l'intention de faire. Oh merde. Oui. Oui. Enfin, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? J'en sais rien, mais si tu n'es pas curieux, je te suggère de dégager en vitesse. Et comment? Je peux te guider, mais tu dois m'obéir aveuglément. Aveuglément. D'accord. L'habitacle d'en face est inoccupé. Évidemment, Morpheus fait tout ça pour sauver Neo, hein. Mais Neo se dégonfle par peur du vertige, et honnêtement, je pense que j'aurais fait pareil. Il se fait donc attraper par les agents super-pouvoirs, conduit au commissariat et dans une salle d'interrogation, où en tant que Neo, il sera reconnu virtuellement coupable de tous les crimes informatiques punis par la loi. Ce n'est pas très précis comme accusation. Et virtuellement coupable, vous dites? c'est un lapsus, Neo. Nous savons qu'un individu a pris contact avec vous, un pirate dont le pseudonyme est Morpheus. Cet homme est actuellement, pour les autorités, l'ennemi public à capturer mort ou vif. Nous sommes même disposés à effacer l'ardoise dont vous remettre en selle. Nous vous demandons seulement en échange votre coopération dans le but de traduire ce terroriste en justice. Ouais, ça a l'air d'un marché honnête. Mais j'ai mieux à vous proposer. Si ça vous branche, vous vous mettez ça où je pense. On bat les couilles. Really, nigga? Ah bah fallait pas faire le malin face au Men in Black. Bon après ça il subit un petit effacement de mémoire, il regagne sa vie quotidienne, et les harceleurs reviennent, et lui donnent rendez-vous, et à ce moment-là... Enlève ta chemise. Quoi? Arrête la voiture. Pour l'instant, t'as que deux options. Obéis-moi, ou bien casse-toi. Très bien. Je t'en prie, Néo. Tu dois me faire confiance. Bon, ils finissent par lui retirer l'alien, et après ça vient une scène les plus cultes du cinéma, je pense. Et c'est une scène qui, moi, personnellement, m'a fait beaucoup réfléchir durant mon adolescence.
Bienvenue, Néo. Comme tu as dû le deviner, je suis Morpheus. Par ici. Viens, assieds-toi. Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. On pourrait dire ça. Alors c'est parti pour le décodage des métaphores dans ce film et dans cette scène d'abord. Alors dans cette première phrase, le lys ici symbolise la pureté. Et c'est aussi un symbole qui rappelle la Vierge Marie. Merci Wikipédia. Et grossièrement, le terrier du lapin blanc symbolise l'inconnu, je pense. Il faut savoir que cette phrase est un clin d'œil tiré du roman Alice au Pays des Merveilles et que son auteur, Lewis Carroll, souffrait du syndrome de TOD, ou TODD si vous voulez. C'est un trouble neurologique qui modifie la perception du temps, de l'espace et de soi-même. Et j'imagine que dans son roman, lorsque Alice tombe dans le terrier du lapin blanc, c'est une métaphore ou une retranscription des effets de ce syndrome, ou alors une caricature. Et là, on comprend déjà mieux la métaphore du lys qui tombe dans l'inconnu. Néo est arrivé ici presque par naïveté ou par confiance envers des personnes qu'il ne connaît pas du tout, même un peu louches. Et il se retrouve dans une situation complètement inconnue où il ne sait absolument pas ce qui va lui arriver. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Aïe aïe aïe. Bon, le truc le plus compliqué dans cette phrase, c'est la partie où il dit « il s'attend à s'éveiller ». Parce que là, je pense qu'on est sur une phrase à double sens. Le premier, ce serait l'éveil d'une personne qui se réveille comme après un rêve. Et dans l'univers du film, étant donné que la matrice est une simulation qui permet de maintenir les êtres humains dans un rêve, alors s'éveiller, ça correspondrait finalement à sortir de cette matrice, qui est présente dans l'espace réel du film, sans que Néo n'en soit encore conscient. Autrement, dans la réalité, on peut penser que c'est une métaphore qui fait juste penser au fait de se réveiller après un rêve ou sortir d'une croyance. Comme on peut dire à quelqu'un arrête de rêver, tout ça, voilà, le remettre à la réalité. Le deuxième sens, qui me semble un peu plus compliqué, ce serait lié à ce qu'on pourrait appeler l'éveil spirituel. Alors, je connais pas la définition précise. On peut dire qu'en gros, c'est une sorte de prise de conscience qui a pour conséquence de libérer son ego en tant que conscience individuelle pour devenir en gros une conscience unifiée avec le monde. Je pense qu'en gros c'est une sorte d'état de paix où tu te sens à la même place et au même niveau que tout ce qui se passe dans le monde en fait. Tu sais, t'as pas d'ego, de dire tu es plus, tu es moins. Tu regardes les choses, tu regardes les gens, tu regardes les animaux, tu regardes les objets, tu te regardes toi. Ça doit être au même niveau. C'est comme ça que j'interprète ça en tout cas. Je pense après il y a aussi d'autres trucs à dire. Un style, il faut faire capable de faire taire son mental pour être en harmonie avec ses pensées, bon, etc. etc. Je pense que c'est aussi une métaphore avec ça, qui est du développement personnel. C'est une sorte d'état d'esprit de moine humble si vous préférez. Mais après, bon, il peut y avoir des déviations avec des mouvements New Age, croyances ou je sais pas quoi. Mais ça, bon. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Bon, là, il faut comprendre qu'il parlait aussi, je pense, du truc d'avant qu'il disait. En gros, il dit ça. Paradoxalement, au fait de te trouver dans une situation inconnue avec des hommes habillés en dealers de turfus, cela va t'emmener à développer des super pouvoirs dans le scénario du film, qui sont en fait une métaphore de mise en scène sur les capacités et au potentiel fulgurant que posséderaient des êtres humains s'ils vivaient dans une société basée non pas sur le profit à outrance, mais sur la connaissance de nous-mêmes, du monde et de la science, Néo. Je te parle d'un monde meilleur, imaginaire, qui peut devenir réel. Mais qu'est-ce que le réel, Néo? Crois-tu en la destinée, Néo? Non. Et pourquoi? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Je vais te dire pourquoi tu es là. Parce que les tarés de Men in Black là-bas, ils voulaient me tuer et vous êtes venus me sauver, c'est ça? Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? Oui. Du fait que les êtres humains suivent et alimentent un modèle de vie et de société qui les rendent complètement fous et malheureux. Individualistes, profitant à certains hommes, faisant tout pour le maintenir et le cacher. Et les autres,
pense que tout changement ne serait qu'utopie, alors que tout ceci est un paradigme. C'est-à-dire un comportement que tout le monde reproduit pour mieux se conformer dans leur environnement social. Et à force que ce phénomène se reproduit encore et encore, on en oublie les origines. Et l'on se reprogramme nous-mêmes à devenir des supports de cette réalité que l'on rejette. Et l'on devient des freins, empêchant le développement d'un monde meilleur. Tout comme les agents Smith dans ce film. De la matrice. Oui, bah tu viens de dire en un mot ce que je viens d'expliquer correctement, merde! Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? Oui, bah, je viens de le dire, c'est une idée que tout le monde rend réelle et que beaucoup pensent absolue, quoi. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Alors selon la description de la matrice par Morpheus, j'ai deux hypothèses. Soit c'est une conséquence à ce comportement de paradigme lié à notre environnement social, d'où naissent probablement les valeurs communautaires, tout comme les religions ou toute forme de diverses courants de pensée populaires. C'est-à-dire qui se partagent par beaucoup de personnes, quoi. Et cette conformité de vouloir copier un comportement finalement pour mieux s'intégrer socialement a fait qu'aujourd'hui, je pense selon moi, on est arrivé à créer une société de consommation aux valeurs inhumaines. Et cette conformité, je pense, crée beaucoup d'indifférence et de non-action face à des problèmes aujourd'hui de société qui sont assez importantes, comme la pollution et le dérèglement climatique par exemple, qui met quand même en danger la vie qui se trouve sur la planète quand même, et la planète elle-même. C'est ce que je retrouve dans ce film. Alors je sais bien que tout ce que je dis peut paraître compliqué, mais s'il vous plaît, faites un effort. J'essaie de vous sortir de la matrice. Ou alors c'est une sorte de monde de simulation, un peu comme dans un jeu vidéo, dans lequel il pourrait bien y avoir des bugs et qui servirait à nous faire devenir des prisonniers dont on puise l'énergie. Ça me fait penser aux salariés de la société capitaliste, mon frère. Peut-être. Mais en tout cas, dans le film, les machines exploitent l'énergie des êtres humains qu'elles endorment pour pouvoir s'alimenter elles-mêmes et dominer le monde. Ouais, ben ici, dans notre monde réel, frère, notre énergie, elle sert à agrandir le capital des riches qu'on n'a rien à foutre des pauvres, mon frère. Alors c'est pas mieux, mon frère, c'est pareil. Mais puis ça n'offre quand même, t'as vu? Ou alors, les scénaristes ont réussi en une seule phrase à faire correspondre à la fois le paradigme de la société avec les questions sur l'origine de la conscience, avec le scénario de l'univers fantastique du film. Et si c'est ça, bien joué. Parce qu'on est dans un jeu. Bien joué. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Alors, cette citation correspond encore aux deux visions que je viens d'expliquer, une sur le scénario d'une film et une sur la société moderne, mais j'aimerais encore appuyer sur la correspondance avec la deuxième, l'idée du paradigme, parce que si c'est bien le message un petit peu caché du film, je pense que c'est important de bien expliquer ce que c'est. D'abord, pour vous mettre dans l'ambiance, est-ce que vous connaissez le court-métrage Man, M-A-N? Mon perso, je le trouve un peu trop généralisant sur l'idée que l'être humain est forcément mauvais et ne fait que détruire là où il passe en fait, sans faire forcément des choses bonnes. Les sensations et le ressenti que moi personnellement j'ai quand je regarde ce court-métrage, c'est un peu la même que j'ai quand je pense et quand je regarde un petit peu notre monde, notre société actuelle. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'aimerait nous imprégner ce film, parce que quand Morpheus parle d'une sensation qu'on sait d'instinct, que notre monde n'est pas normal, qu'il ne devrait pas être comme ça, et bien je pense que ce film fait référence à ça. Alors ce que je dis ne regarde que moi, il n'y a rien de bizarre, peut-être que je me trompe, mais moi j'ai l'impression que c'est évident que ça parle de ça, quoi. Surtout quand tu connais les passés des deux auteurs. Bref, pourquoi ça me semble évident? Parce que je suis un élu. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue
et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Pour la pilule bleue, je pense que vous avez tous compris. C'est en gros, tu reprends ton ancienne vie de dealer, de CD ou je sais pas quoi, avec ta vie que tu détestes et tout, et tu oublies tout ce qui s'est passé, ou potentiellement tu te fais arrêter, tuer par les agents du Men in Black. Pilule rouge, on continue le scénario de film. Ça veut dire se lancer corps et âme dans l'expérience concrète de ce qu'est que la matrice. Ce passage de choix entre la pilule bleue et la pilule rouge, c'est un peu une métaphore qui pourrait dire, pour apprendre ce que c'est que le monde, la réalité en quelque sorte, il faut passer par prendre la décision de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. C'est s'ouvrir en fait à l'inconnu en délaissant tous ses rêves, ses croyances et tout ce qui peut se lier un petit peu au maintien de la matrice. C'est par l'expérience qu'on va commencer à re-questionner la réalité des choses. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. C'est un mensonge. Les deux, ce sont des somnifères. Viens avec moi. Vous m'emmenez où comme ça? Je vous en supplie, ne me faites pas de mal. Ne me faites pas de mal. Époque, on est connecté? Presque. La pilule est un traceur autoprogrammé. On l'a conçu pour perturber les signaux d'entrée-sortie, ce qui nous permettra de te localiser. Ah, pour me protéger des Men in Black, ok. Fallait me dire tout de suite, le mec. N'as-tu jamais fait ces rêves, Néo, qui ont l'air plus vrais que la réalité? Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel? Qu'est-ce que vous faites? Tes muscles sont atrophiés, nous devons les renforcer. Pourquoi j'ai mal aux yeux? Tu vois clair pour la première fois. Dors, Néo. Les réponses vont venir. Donc cette phrase, vous l'aurez compris, je pense, c'est une sorte de métaphore qui dit qu'en gros, voir la réalité pour la première fois, c'est une sorte de désenchantement. Quelque chose de choquant qui fait mal et qui prend du temps à accepter et encore plus à comprendre. Pour le reste du film, je vais vous passer beaucoup de détails, je pense. Je pense qu'il y aura des références, des clins d'œil, plein de choses que moi, j'ai pas forcément les références ou la culture pour pouvoir les capter, les voir, quoi. Donc, bon. Genre par exemple, là, juste après le passage que je vous avais vu, on voit tous les personnages du vaisseau qui arrivent avec des noms différents. Est-ce que par exemple les noms ont une référence, comme par exemple Trinity qui serait la Trinité chrétienne, je sais pas. Mais par exemple, on sait que Morpheus vient du dieu grec Morphée, qui est le dieu des rêves, et effectivement dans le film, c'est bien Morpheus qui vient sortir Néo de son rêve pour le ramener un petit peu dans le monde réel. Bon, c'est parti pour les moments philosophiques du film que je vais tenter d'expliquer. Morpheus, qu'est-ce que vous m'avez fait? C'est quoi cet endroit? C'est pas le lieu qui est important, mais l'époque. Tu te crois en 1999, mais en fait on approche de 2199. Où suis-je, Morpheus? Dans un film de science-fiction, Néo. Ceci est notre structure. Une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Vêtements ou équipements, armes à feu, simulateur d'entraînement. Tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne. Tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. D'accord. Donc je pense que ce moi digital dont parle Morpheus serait en fait une représentation de l'ego, c'est-à-dire une croyance, quelque chose qui fonctionne et qui se comporte en fonction de ses conditionnements, quoi. Et ce monde intérieur dans lequel ils sont, qui est tout blanc, tout comme dans la salle du temps de Dragon Ball Z, ça doit être, je pense, une représentation du mental humain capable de concevoir, de visualiser un petit peu tout ce qu'il veut, en fait. Bienvenue dans le désert du réel. Nous disposons uniquement d'informations fragmentaires, mais nous avons une certitude. C'est qu'à un moment donné, à l'orée du 21e siècle, l'humanité a voulu s'unir dans la célébration. Nous nous sommes émerveillés de notre magnificence dès la venue au monde de l'IA.
Tu veux dire l'intelligence artificielle? Une conscience unique qui s'est répandue dans toute une génération de machines. Nous ignorons qui a frappé le premier, nous ou elle, mais nous savons que c'est l'humanité qui a assombri le ciel. Quoique, ça peut aussi être une critique du développement de la science qui est en train de plus en plus prendre la place de l'homme, et ça peut être un peu une vue futuriste de comment peut évoluer la situation. Vous savez, moi je me dis que le fait que les machines prennent de plus en plus la place de l'homme dans la société, moi je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Je m'explique. Parce que si nous, on a besoin d'argent pour vivre, mais que on est de plus en plus remplacé par les machines, du coup nous, forcément, on pourra plus avoir d'argent. Et bien je me dis que cette situation, elle va nous pousser à changer, à améliorer la société, je pense. Yo, on va détruire la matrice, les gars. Bang bang, révolution. Comme le 3e film. À bas la société, man. Vas-y, dis-leur, toi. À bas la société, man. Ah bah la société, mec. On l'encule, cette agrafeuse. On l'encule. Qu'est-ce que la matrice? Le contrôle absolu. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle. Garde ton calme quand la pression est là. Ne panique pas quand la sirène se déclenche. Respire bien, un peu de patience. Reste calme quand il y a urgence. Jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. Ça va aller, Léo. Non, c'est bon, ne bougez pas. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas. Je ne vous crois pas. Je pense que je te dois des excuses. Nous avons une règle. Ne jamais libérer un esprit après qu'il n'ait atteint un certain âge. C'est dangereux. L'esprit résiste de toutes ses forces. J'ai déjà vu ça. J'ai oublié de spécifier ça au moment du tournage, mais ici quand Morpheus parle qu'il a déjà vu un esprit résister de toutes ses forces, il parle en fait du choc qu'il y a entre les perceptions des individus et leur conditionnement. Du fait que certains individus ont déjà une perception toute fondée de ce qu'ils croient être la réalité, et que si on leur démontre le contraire, ils vont forcément dire que tout ceci est faux. Dans le film, il s'agit d'interagir avec les personnes lambda, donc du peuple un petit peu de la matrice, et leur dire qu'ils vivent dans un monde de simulation, et que ce n'est pas le vrai monde. Dans la réalité du film, les propos de Morpheus auraient été vrais, mais pourtant, ça ne correspond absolument pas à la réalité que pourrait avoir l'une des personnes qui écoutent le discours de Morpheus. Car elle est trop conditionnée à croire que ce qu'elle croit est vrai. Dans notre réalité à nous, visionneurs du film, c'est aussi une métaphore qui démontre que si jamais on veut interagir avec certaines personnes au sujet donc de la matrice, donc de la société, en leur déclarant qu'il est possible de changer la société et d'en faire quelque chose de meilleur, ils vont le nier. Ils ne sont même pas capables de comprendre ce genre de choses, parce qu'ils sont trop conditionnés à croire le contraire, parce qu'ils ont une réalité complètement différente à ce que l'on leur propose. Ça, je pense que c'est une phrase très bien choisie. Parce que Morpheus précise qu'il parle de l'âge de l'esprit, et pas de l'âge physique d'une personne. Parce que tu peux avoir n'importe quel âge physique, t'es fermé d'esprit, quoi. J'aimerais libérer ton esprit, Néo, mais je ne peux que te montrer la porte. C'est à toi qu'il appartient de la franchir. Ah, ça c'est une citation de développement personnel très connue. Libère-toi de tout. Oublie la peur, le doute et la vraisemblance. Libère ton esprit, Néo. La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Si tu n'es pas l'un d'entre nous, tu es l'un de ces types. Que sont-ils? Des programmes sensibles. Ils disposent d'entrées et de sorties dans tous les softwares encore implantés dans leur système. Ce qui veut dire que toute personne que nous n'avons pas débranchée est potentiellement un agent. À l'intérieur de la matrice, ils sont à la fois tout le monde et personne. Ils sont à la fois tout le monde et personne. Alors, ils sont à la fois tout le monde, donc tout le monde est un potentiel agent Smith, mais personne, ils ne sont personne. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des êtres, peut-être. Ça peut peut-être vouloir dire que les agents Smith représentent l'idée, le comportement, ou alors l'action même de participer au maintien de la matrice.
Ils sont capables de défoncer à la main un mur de béton. On ne peut pas les tuer en les criblant de balles, on passe à travers. Cela dit, leur force et leur rapidité sont limitées par un monde qui est bâti sur des normes. Par conséquent, tu auras l'avantage sur eux. Tu seras plus fort et plus rapide. Ah, là je pense que Morpheus parle du fait que les personnes qui ont un comportement qui participe au maintien de la matrice font leur comportement sur des normes, sur des conformités. Je te dis de faire ça, de penser ça, d'être comme ça sans te poser de questions. Si t'es pas d'accord, si tu veux pas, et ben t'es quelqu'un de mauvais, et ben alors tu seras puni de goûter, et ben alors tu iras en retenue, ou alors tu seras licencié, point final. En fait, on peut se rendre compte que ce comportement présente des failles. Déjà parce qu'il est destructeur pour la personne qui se comporte comme ça. Et c'est pas quelque chose de sincère, c'est même artificiel. Et quand tu comprends ça, et ben en fait tu comprends la personne. Tu sais qu'elle fait ça parce qu'elle s'est conditionnée depuis très longtemps à se comporter de cette façon-là et à penser comme ça aussi. Quand je dis du système là, ça fait référence à la fois à l'entourage social de la personne, amis, famille, professionnels, mais également aussi à la façon dont fonctionne la société et le monde du travail. 2 secondes, je mets ça parce que j'ai froid. Donc en gros, je pense que Morpheus dit à Neo qu'il sera capable de comprendre ceci et que du coup, les jugements, les comportements inhumains, etc., Neo ne les sentira même plus. Ça ne le touchera même plus, ça lui passera à travers. Et c'est pour ça, à mon avis, que juste après, Morpheus lui dit ceci. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que je pourrais éviter leurs balles? Non, Neo. Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu seras prêt, tu ne les sentiras plus. Ah, beaucoup de profondeur dans ce film, j'adore ça. J'adore le développement personnel, la philosophie, penser, tout ça. Vous savez ce que ça veut dire? C'est du latin. Ça veut dire « connais-toi toi-même ». Je souhaiterais vous faire part d'une révélation surprenante. J'ai longtemps observé les humains, et ce qui m'est apparu, quand j'ai tenté de qualifier votre espèce, c'est que vous n'étiez pas réellement des mammifères. Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Et votre seul espoir de réussir à survivre, c'est de vous déplacer jusqu'à un autre endroit. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels? Les virus. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète. Vous êtes la peste. Et nous sommes l'antidote. Trinity! Aide-moi! Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et on évite les 30 secondes, et on évite les 30 secondes. Votre chargeur est vide. Si vous dites ça, c'est que le vôtre aussi, sinon vous aurez tiré. Vu que même si moi je tire, vous n'avez rien à craindre. Car vous utilisez le corps d'un SDF, fils de p... Après ça, Neo crève, puis grâce au cheat code de l'amour, il se réincarne pour désinguer un des agents. C'est l'élu. Remarque, c'est vrai que quand on voit à travers son champ de vision, on voit la matrice et ça fait penser un petit peu à la vérité qui peut se cacher derrière la matière. Le fait que tout soit énergie, tout soit atome. Si on serait capable de le voir, ça bougerait de partout, un peu comme dans le champ de vision.
Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite, je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous. Et puis on finit là-dessus. Sur le coup, j'avais un peu de mal à comprendre à qui était destiné le message de fin. Autant les idées de peur d'un monde sans contrôle et de cacher des choses qu'on ne veut pas révéler, ça peut correspondre aux personnes qui ont un comportement qui maintient la matrice, autant ça peut s'appliquer aussi au gouvernement qui gouverne la matrice. Donc il y a des chances pour que ce message de fin, dans l'univers du film, dans l'espace réel du film, soit destiné aux agents Smith, donc aux machines qui ont pris possession de la réalité, quoi. Surtout qu'il leur dit « je leur ferai voir un monde sans vous ». Il leur dit aussi « ce que nous en ferons ne dépendra que de vous ». Là, dans l'espace réel du film, Neo serait en train de dire aux machines qu'elles n'existeraient plus, mais qu'à la fois, elles existeraient parce que ce que va devenir ce monde dépendra uniquement d'elles. En vrai, là, je pense que Neo a explosé le 4e mur. Parce que j'ai bien réfléchi à cette phrase et j'en déduis que ça ne correspond pas à l'univers du film. C'est un faux raccord dans l'univers du film, sauf si il espère faire la paix avec les agents Smith, avec les machines. Parce que par un monde sans vous, ça voudrait dire soit dans le cadre de l'illusion de la matrice, qu'à la base les machines gouvernent, ils ne seraient plus là, il n'y aurait plus les agents Smith, mais par contre qu'elles continuent, elles, à être dans le monde réel. Soit un monde sans vous, ça voudrait dire un monde sans la soumission des machines, mais avec leur collaboration. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Ça ressemble plus à un faux accord scénaristique voulu, selon moi. Parce que ça correspond beaucoup mieux à notre monde, à celui des spectateurs du film. Moi, ce que je vois plutôt, c'est que Neo s'adresse aux spectateurs et il cible en particulier les personnes avec un comportement qui maintient la matrice. Les personnes qui maintiennent la société. En leur disant, le monde dépend de ce que la majorité d'entre nous en faisons. Donc, sous-entendu, on en a fait quelque chose d'inhumain à cause des normes. Il va falloir changer notre comportement si on souhaite vraiment modifier tout ça. Et là, on a l'idée d'un monde sans vous et avec vous. Sans vous, c'est le comportement. C'est l'abandon du comportement. Et avec vous, parce que on fait tous partie du même monde, en quelque sorte. Dites-moi en commentaire si je me trompe, c'est pas impossible. Hein. J'ai pas été voir si les réalisatrices avaient déjà donné des réponses. Ok, je vais vous dire quelques trucs à savoir concernant Matrix et après, on fera un petit débriefing. Donc, Neo, c'est en fait l'anagramme de One, ce qui signifie l'élu en anglais. Neo vivait dans un appartement qui comportait le numéro 101. Et dans la langue binaire, il n'y a que des 1 et des 0, dans le langage binaire, le langage informatique. Les figurants qui ont été choisis pour le film, pour les rôles des gens qui passent dans la rue ou alors dans le simulateur de la matrice, sont des sosies ou alors des jumeaux. C'était pour créer une sensation de déjà-vu visuel. Mais je n'ai pas eu cette impression-là, personnellement. Je ne suis pas assez observateur. Sur le passeport de Neo, il est marqué que la date d'expiration de son passeport sera prévue le 11 novembre 2001. Mais le film est sorti en 1999. Ça a créé des grosses théories. Est-ce que, par exemple, les créatrices sont des aliens envoyés sur Terre pour nous avertir du danger? Alors, c'est vrai que c'est une sacrée coïncidence, hein. Mais moi, le truc qui me paraît le plus probable, ce serait, alors ça reste une théorie, hein, mais ce serait que les créatrices, surtout vu l'univers du film, ce sont peut-être des hackeuses qui ont eu vent de ce phénomène avant qu'il n'arrive et que, comme hacker, c'est pas vraiment quelque chose de légal, elles n'en ont pas parlé plus que ça autour d'elles et elles l'ont mis dans le film. Alors, c'est une théorie. Hein. Les créatrices de Matrix, donc Lana Wachowski née Laurence et Lily Wachowski née André, sont des femmes trans. Ou transsexuels, je sais pas quel est le bon terme. Bon, ce sont des hommes, sont devenus des femmes, quoi. Comme moi avant j'étais un rasta, maintenant je suis devenu un skin. Ouais, c'est bon, je rigole. Allez. Ce pantalon est plus confortable. Alors, faisons un petit débrief sur ce que je pensais être le message du film. Alors, je pense que dans le film, l'élu symbolise en quelque sorte le marginal qui a réussi à vivre sa vie et à trouver sa voie dans la société. Je pense ça vu que les réalisatrices sont elles-mêmes en quelque sorte des marginaux, ou marginelles.
Et Marge Simpson. J'aime beaucoup ce film et surtout les personnages. Ce que j'aime en fait, c'est un peu la maturité qu'on retrouve dans la façon d'être des personnages. D'abord, je kiffe Neo. Il a une sorte d'expression neutre qui n'est pas de la froideur. C'est plutôt comme s'il avait de base de la distance avec la réalité en fait, en quelque sorte. Il a quand même un côté un peu naïf et bébête, mais il a une façon d'être assez détaché de la réalité, comme s'il avait un certain recul, une certaine insensibilité plutôt à ce qui se passe. Et j'aime beaucoup cette mise en scène de l'élu, je trouve que ça correspond bien au personnage. Il est capable de faire des choses un petit peu ésotériques, machin, parce qu'il est dans vraiment, il se pose pas de questions, il fait. Il fait et ça se passe. Et d'ailleurs dans le film, je sais plus à quel moment c'est, parce que je l'ai pas noté, Morpheus dit que si l'esprit meurt, le corps meurt aussi. Et que c'est par la croyance de mourir que dans la matrice, les élus ou les Morpheus et tout ça, ils sont capables de mourir. Parce qu'ils croient que c'est vrai. Ils considèrent encore la matrice comme étant quelque chose de réel. C'est pour ça que les balles les atteignent, tout ça. Mais que l'élu, lui, qui est complètement conscient que la réalité est fausse, est capable d'interagir avec elle et d'en faire ce qu'il veut. Un petit peu comme dans un rêve lucide. Sinon, je trouve que le comédien joue très bien son rôle de Neo. Alors maintenant pour Morpheus, si on oublie son sourire un peu glauque, c'est un personnage à la fois très mystique et bienveillant aussi. Dors, Neo. Les réponses vont venir. Dans cette scène, son intonation de voix me semble assez juste. C'est-à-dire, on ressent qu'il a de la bienveillance. C'est le maître qui prend soin de son élève. Et en plus, son côté Morphée, dieu des rêves, est accentué par ces phrases un petit peu mystiques, un petit peu métaphoriques, un petit peu subliminales. Et en plus certaines qui se réfèrent à l'œuvre d'Alice au Pays des Merveilles et du syndrome de Todd, ou Toad, je sais pas comment on dit. Bref, je sais pas ce que c'est qu'une œuvre culte. Mais en tout cas, ce film-là a grandement participé à me faire réfléchir, mûrir et grandir. Il m'a fait re-questionner la notion de réel et d'illusion au point de vue de la croyance et de notre perception. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce film et aujourd'hui, j'arrive à retrouver qui j'étais dans le personnage de Neo, parce que toutes ces informations, à l'époque, c'était trop gros pour mon esprit qui partait dans tous les sens, qui était incapable de se poser, parce qu'il faut déjà apprendre à structurer ses pensées avant de pouvoir réfléchir de manière de sans se perdre, quoi. On peut dire que j'ai gagné en maturité, en fait. Bon, un petit peu quand même, non? J'aime bien l'idée de penser que ce qu'on vit n'est pas réel, que nous vivons dans une simulation, et je tenais à vous exprimer mon point de vue là-dessus. On peut en débattre en commentaire, bien sûr. C'est aussi un des débats qu'évoque le film. Alors, vivons-nous dans une simulation? Je pense que c'est à la fois vrai et faux. Attendez, restez là. C'est philosophique, je vous préviens. Si vous êtes trop con pour pouvoir réfléchir, et que vous insultez de percher ceux qui se posent des questions, alors vous pouvez prendre la pilule bleue. Bon, quand je dis trop con, ça veut dire trop conditionné. Alors, sommes-nous des avatars qui vivons dans une simulation? Oui et non, pourquoi? Cette question est assez compliquée parce qu'elle demande d'abord à ce qu'on se pose deux questions existentielles qui sont qui suis-je et où suis-je? Ok, on va essayer de faire vite. Par rapport à ce que je sais ou ce que je pense savoir, d'une manière générale, je ne sais pas qui je suis ni où je suis. Parce que objectivement, d'un point de vue tangible, je ne peux pas savoir ce que c'est que la conscience. Est-ce que c'est comme Morpheus dit, un signal électrique émis par le cerveau, d'un point de vue vraiment scientifique et matérialiste? Ou est-ce que ma conscience est séparée du corps? Est-ce que mon corps finalement est un bien, un peu comme cet oreiller est à moi, et que donc également cette main est à moi, donc je me démarque de mon corps, je ne suis pas mon corps, je suis ma conscience. Ou est-ce que tout ça, ça forme un tout? On n'a pas encore des preuves scientifiques pour pouvoir démontrer cela, pourtant il y a eu quand même des recherches qui ont été faites. Moi je connais par exemple ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. En gros, ce sont des personnes qui sont mortes cliniquement, c'est-à-dire elles sont mortes provisoirement, souvent à cause d'un accident, d'un événement qui a fait que finalement, la personne est décédée, mais sur une courte période de temps. Et une fois revenues à elles-mêmes, ces personnes décrivent avoir vécu des expériences où elles sortaient de leur corps. Alors on peut dire, ouais bon, d'accord, mais c'est peut-être une hallucination, je sais pas quoi, peut-être qu'elles mentent aussi. Là où ça m'intéresse, c'est que ces personnes décrivent des choses qui se sont bel et bien passées pendant qu'elles étaient mortes. Elles sont capables de décrire des objets qui se trouvent dans des pièces d'à côté alors qu'elles n'y sont jamais allées. Elles sont capables également de décrire des événements qui se sont passés loin d'elles, dans leur famille, etc., à des kilomètres. De traverser les murs, et ce qui est important, c'est le retour une fois qu'elles sont en vie,
qu'elle nous donne. Ce sont avec ces données qu'on peut savoir si finalement, qu'on peut commencer à émettre des théories sur est-ce que c'est vrai ou pas, et ça semble réel. Objectivement, je ne peux pas affirmer que ce soit vrai, et malgré qu'il y en ait, il n'y a pas beaucoup de recherches faites là-dessus, tout simplement parce que nos scientifiques sont des... Donc objectivement, la conscience, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais par contre, je sais que nous sommes l'image de ce que nous pensons être, de ce que nous croyons être. Je suis qui je crois être. Bien que le vécu, peut-être la génétique et l'environnement peuvent influencer notre perception et notre développement, ça reste quand même nous-mêmes qui modulent qui nous sommes. Nous sommes à la fois notre propre esclave et notre propre maître. Nous subissons notre vie en fonction de l'histoire que nous nous racontons à nous-mêmes. Tu te crois grosse? C'est vrai. Tu te crois seul? C'est vrai. Parce que quoi que tu penses, t'en trouveras toujours les preuves. Et on peut trouver les preuves de tout, et son contraire. Mais t'es tellement persuadé et focalisé sur quelque chose en particulier que tu vas fixer que ça et que tout le reste, tu vas l'exclure. Je suis, ce sont les deux mots les plus puissants au monde, parce que ce que tu ajoutes à la suite de ces mots façonne ta réalité. Wouh! Et où suis-je? Pareil, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas ce que c'est que notre monde. À part peut-être qu'il est constitué d'énergie, c'est-à-dire d'atomes, de matière. Et ça encore, je sais même pas trop ce que c'est. Mais avant que ça se passe à l'extérieur, ça se passe avant tout à l'intérieur. Et du coup, le monde lui-même et la réalité, c'est aussi ce que vous pensez que c'est. Et les preuves, bien souvent, vous conditionnent à croire que c'est vrai, que vous avez raison. Le monde est mauvais, t'en as les preuves. Mais par contre, tu vas pas voir la joie de quelqu'un qui guérit, l'appréciation et le calme du fait de se poser simplement chez soi avec une tasse de café, les associations qui font de leur mieux pour lutter pour les droits humains, ainsi que l'aide humanitaire. En revanche, les guerres et les problèmes, ça, y a pas de souci. Tu les vois. D'ailleurs, dédicace aux médias de la matrice qui nous aident bien pour ça. Tu banaliseras ce que tu as déjà acquis sans pour autant penser que tu pourras avoir comme de la chance d'avoir les problèmes que tu as, comparé à quelqu'un qui est en train de mourir de faim à l'autre bout du monde, tout comme en bas de chez toi. Ce sur quoi tu focalises ton regard, tu le fais grandir. C'est aussi simple que ça. Alors pose-toi la question de savoir ce que tu veux vraiment et adopte un comportement en adéquation avec ça. Et commence pas à dire que c'est une utopie ou un monde de bisounours. Et ne te le cache pas. Ce que tu veux vraiment, c'est te sentir bien et faire les choses que tu aimes. Nos croyances nous conditionnent. Elles construisent le monde dans lequel on vit, qu'il nous paraisse cool ou complètement horrible. Mais dans les deux cas, c'est dans ta tête que ça se passe. Voilà le message du film. Enfin, je pense. Et pour finir, parce que ce film dénonce des faits réels qui perdurent, je dirais... Je prends un certain nombre des croyances de base de notre société et je montre qu'elles n'ont aucun fondement scientifique. Étonnant. Je prends un exemple. Beaucoup de Français croient que si on n'a pas de protéines animales, pas de viande et pas de lait, on ne peut pas vivre. Eh bien, c'est une croyance totalement fausse. Vous étudiez scientifiquement les études là-dessus, vous voyez que non, il y a toutes les protéines dans les végétaux. Je travaille là-dessus depuis 45 ans. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire aux gens, osez remettre en question les croyances qu'on vous a données, et puis faites des expériences personnelles qui vont vous montrer ce qui est vrai ou pas pour vous.